Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une émission Super Friends sur laquelle on va revenir bien des mois et même plus d'une année en amont sur la création d'une bande dessinée. Vous le savez, c'est un process que j'adore faire dans ce podcast, c'est-à-dire aller à la rencontre des artistes et auteurs de bande dessinée au moment où ils sont en train de créer leurs prochaines œuvres et les interroger simplement, leur poser des questions sur leur process créatif, sur la façon dont ils ont travaillé, sur leurs doutes, sur leurs espoirs, sur leurs envies, sur aussi parfois les choses qui changent. On a eu quelques exemples dans ce cas. Je pense que la première fois que j'ai vraiment fait ça, c'était avec Le Frontier de Guillaume Singelin. On l'aborde aussi au final avec Run dans Moutafoukaz. Et à l'heure où ce podcast sera mis en ligne, je crois que j'aurais pas encore mis le troisième gros projet, le troisième auteur de ce projet-là, mais ce n'est pas grave puisque aujourd'hui donc on n'est pas avec le label 119, on est sur de la création franco-belge évidemment, et on est sur un jeune auteur qu'on a envie de suivre, qu'on a déjà pu un petit peu accompagner sur son premier titre. Alors on est ravis de continuer de pouvoir l'accompagner puisque voilà, il y a certains auteurs avec qui on s'entend bien et puis voilà, ça nous fait juste plaisir. Yohan Kavej, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde du passé. Yohan Kavej, tu es jeune auteur de bande dessinée. Je pense qu'on pourra utiliser cette appellation encore une fois. Puis à partir du moment où tu auras fait ta deuxième BD en album complet, je pense qu'on pourra plus dire que tu es jeune auteur. Ou c'est après le troisième, je crois. Hein, non, mais moi je suis déjà un peu deg. Enfin, je crois qu'elle sortira, j'aurai 27 du coup, je pense. Donc pour moi, ça compte plus là. Ouais. Oui, enfin ça va quand tu sors un truc comme ça, 25 ans. Franchement, n'exagérons rien. Donc Yohan Kavej, tu es l'auteur de Moondeer, donc qui est sorti aux éditions Bubble, chez Bubble Édition, même si je crois que le terme est comme ça. C'était sorti maintenant il y a quelques temps, c'était en 2021 de mémoire. En mars 2022. En mars 2022. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Bah voilà. Même ma mémoire me joue des tours. On avait fait un podcast à l'époque pour la campagne, pour le lancement de la campagne, mais qui était en 2021 pour le coup. Oui, ouais, c'est pour ça, tu vois. On a eu un peu de temps. C'était cette fois-là qu'on avait pu parler un petit peu ensemble, mais à l'époque, c'est vrai que ta BD était déjà bouclée, ou t'étais en train de la boucler, donc on pouvait plus dire forcément grand-chose. Mais là, on est vraiment dans l'instant présent. Un moment crucial, c'est que tu es en train de faire une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Fantasy, qui doit arriver également chez Bubble. Et donc, avant de parler de ce projet, j'ai envie simplement de te poser la question, qu'est-ce que ça a été, comment tu l'as vécu, la sortie de Moondeer il y a donc maintenant plus d'un an. Alors, mini disclaimer avant, on est assez loin dans la prod de Fantasy pour que peut-être le livre on ne sait pas encore comment il va s'appeler au final. C'est vrai, oui. Donc on verra comment peut-être il y aura un contraste avec le titre du podcast et voilà, peut-être dans celui-là on l'appellera Fantasy et pour l'instant on l'appelle Fantasy parce que pour les autres. On enregistre donc en décembre 2023, c'est la fin de l'année. Yohan a fini son storyboard. Donc on s'est dit que ce serait la bonne occasion de faire le premier de 3 ou 4 podcasts sur vraiment ce processus créatif, et à l'heure où on enregistre, ça s'appelle Fantasy. C'est ça. Voilà. Et alors du coup voilà, désolé pour le petit aparté. Non, tu fais très bien. Et donc la sortie de Moondeer, c'était très cool. D'autant plus nous on en a parlé pendant la campagne, donc le livre était pas encore fini. Tout à fait. Donc entre temps la sortie s'est super bien passée. Il y a eu des retours qui étaient quand même très positifs dans l'ensemble. Donc moi ça m'a fait super plaisir. Pour une première BD comme ça où je savais pas du tout à quoi m'attendre, où j'avais même pas une présence sur les réseaux sociaux qui était énorme ou quoi, donc j'avais vraiment assez peu de retours extérieurs sur mon travail en fait. Et la campagne m'avait déjà un peu donné confiance là-dessus et la motivation de terminer, mais la sortie ça a été une espèce de vague de bienveillance des gens, de voir que c'est une BD qui repose sur certains effets et de voir qu'ils ont fonctionné, ce qui m'a aussi encouragé à rester sur ce type d'idées un peu fortes pour la prochaine BD et puis peut-être pour des suivantes. Et puis j'ai découvert un peu plein d'étapes de la chaîne du livre que je connaissais pas. Hein. Je m'attendais pas, tu vois, à faire des dédicaces à la sortie du premier bouquin. En fait, j'en ai fait beaucoup, mais parce qu'aussi Moondeer c'était une BD vraiment en full indépendant. Bubble ça reste une toute petite maison d'édition qui auront pas, à mon avis, à la sortie de Fantasy encore beaucoup de BD sorties. Mais à ce moment-là, c'était la toute première de Bubble, donc fallait faire connaître la BD, mais aussi faire connaître l'éditeur, qui du coup même du point de vue des libraires était inconnu, quoi. Donc on a fait beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de dédicaces. Je crois que c'était les conseils de Run ou même de Davy Mourier à l'époque. Ils disaient que quand ils avaient des projets pas faciles à vendre et inconnus, il fallait un peu mouiller aller le au maillot, charbon, quoi. et puis disons que vu que t'es jeune, c'est encore l'époque où tu
peux, enfin où tu dois le faire presque, on va dire. Ouais, et puis tu sais, la dédicace mériterait presque, enfin l'idée de la dédicace mériterait presque un podcast à soi, parce que pour la question de, c'est du travail techniquement gratuit pour la plupart du temps et tout. Enfin c'est une partie du métier d'auteur qui est assez spéciale et tout, mais j'ai l'impression que c'est globalement partagé, qu'à partir du moment où t'es pas trop misanthrope et tout, et que tu commences, c'est un moment vraiment cool, quoi, de rencontrer son lectorat, de rencontrer les libraires, de bouger un peu partout. Donc moi j'ai super bien vécu ça. Même si je commence déjà à rentrer dans le sujet de pourquoi Fantasy ça arrive quand même assez tard finalement après Mundir. La prod de Mundir elle m'avait claqué aussi, quoi, parce que du coup avec la campagne qui a pris du temps, qui m'a bouffé presque un mois sur la deadline, avec une deadline qui a été un peu serrée, avec juste le fait que c'était quand même un premier album assez conséquent, j'ai eu besoin un peu de récupérer. Et surtout, moi, j'aimerais avoir l'une des maladies des auteurs, qui est d'être super créatif, et tu vois, d'avoir plein de scénarios en tête tout le temps, des gens que je peux rencontrer, des gens dont on a parlé ici, Juniba ou The Thorogood par exemple, qui sont des gens qui, on voit, ils ont 1000 projets, et leur problème c'est presque plus de savoir sur lequel partir en premier. Moi, c'est un peu l'inverse, tu vois, genre je donne tout sur un truc, après je suis vide, je sais pas du tout ce qu'il y aura après. Ouais, il te faut le temps de te ressourcer alors. Ouais, et puis j'avais, je pense encore, je voulais faire un truc plus petit que Mundir. On en reparlera en termes de pagination et tout, mais en l'occurrence, ouais, je savais quand même que j'allais partir sur un roman graphique avec des gros guillemets, en tout cas un one shot. Un récit complet, ouais. Ouais, qui me, enfin c'est encore un format pour l'instant sur lequel je me sens un peu plus à l'aise. J'aimerais vraiment partir sur de la série un jour, mais j'attends. Il faut que t'attendes que le vent change, le vent du marketing change. Ouais, non, mais et que les séries soient de nouveau un petit peu réenvisagées. Ouais, non, mais je peux même, tu sais, essayer d'être, faire partie d'instigateur et tout. Enfin, tu vois, Sylvain Repos qui fait les Yojimbot est parti dessus direct. Une série, voilà, c'est pas forcément ça stem, quoi. Ça peut être juste 3 ou 4. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais autant, tu vois, sur Mundir, j'arrive à tenir du cliffhanger et du choc sur un album, autant sur une série, il faut le tenir sur plusieurs. Donc il faut que j'ai l'envie de faire ça et tout. Donc mais voilà, c'est d'autres trucs qui sont un peu en tête derrière, mais très très lointains. Mais voilà, j'avais envie de partir sur quand même un projet relativement conséquent encore. J'avais plusieurs idées, et le temps en fait de faire le tri, moi j'avais besoin de vraiment de commencer à écrire en fait les différents projets avant de me rendre compte desquels me plaisaient vraiment. Et puis tu vois, par exemple, pour rester quand même sur l'après-Mundir, quand t'as un premier album qui est bien reçu. Oui, parce que t'as reçu un prix. Oui, on a eu, c'est ça, on a eu un prix, le prix C'est plus que de la SF, de la BDSF 2022, qui pareil fait super plaisir, je m'y attendais pas et tout, et voilà, il y a une forme de petite pression qui se crée quand même, tu vois, c'est un peu bête, mais moi même First Print ou genre d'autres podcasts, des trucs comme ça que j'écoutais en tant qu'auditeur, tu vois, ou des médias que je lisais, en fait passer là-dedans et tout, j'étais super heureux. Pour moi, c'était déjà des petits rêves réalisés, quoi. Mais du coup, j'avais aussi ce truc-là. Il y a même des gens dont j'estime la vie qui m'attendent au tournant sur le prochain, quoi. Et du coup, il y a eu ce petit moment de qu'est-ce que je fais, et je pense que du coup, les premiers scénars sur lesquels j'étais parti, qui étaient donc qui ont rien à voir avec la BD dont on va parler, qui était d'un côté une espèce de romance de couple avec une espèce de forme un peu particulière où tu aurais toujours sur la page systématiquement une colonne subjective et une colonne objective de ce qui se passait. Donc il y avait quand même cette notion de dualité et de jeu sur la forme que pour le coup je vais peut-être un peu garder sur Fantasy. J'avais une autre histoire qui était plutôt un truc un peu d'horreur un peu absurde dans un milieu rural, dans une petite maison et tout. Et tu vois, j'ai dû commencer à écrire ces deux trucs-là avant de me rendre compte qu'en fait j'étais pas forcément hyper motivé en fait par ces projets, qu'il y avait des trucs qui me plaisaient mais que j'allais pas forcément pouvoir les tenir sur la longueur. T'aurais pas forcément envie de les dessiner aussi pendant un an, alors. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, je pense que tu vois, il y a pour reparler de lui, Sylvain Repos a été super décisif là-dessus. Je sais même pas s'il le sait, faudrait que je lui dise ça, mais à un festival où on s'est rencontrés en fait, puisque voilà, le truc l'après-Mundir aussi, c'était des dédicaces et du coup des festivals, et c'est très chouette de rencontrer ses collègues. T'avais fait notamment le truc vert là. Le rayon vert. Ouais, le rayon vert, c'est là où j'ai rencontré Juniba, Sylvain Repos et Jim Bishop, donc que des gens qui ont été évoqués ou le seront peut-être. Les ruelles de la ville se souviennent encore des éclats de vos beuveries. Non, ouais, ça va, c'était on était plutôt sage. Par contre, on a picolé dans le train en retour, ça c'est autre chose. Mais non, mais tu vois, rayon vert, Sylvain il m'avait dit lui il essaye de pas trop se poser ces questions-là, il essaie juste de se faire kiffer en fait, de voir on parlait en fait de shonen à ce moment-là, et je me suis dit mais
ouais, en fait, c'est aussi ça que j'ai envie de faire. Je me suis fait plaisir avec Moundir. La prochaine, ça sert à rien d'essayer de prouver des choses à des gens. Juste refais un projet qui te fait plaisir et ça se sentira si tu t'amuses. Et du coup, je suis parti sur un truc qui m'a fait plaisir. D'accord. Et comment ça se construit alors cette envie et ce projet-là par rapport aux autres? C'est-à-dire qu'elle était aussi dans un coin de ta tête. C'est-à-dire que dans ta période de ressourcement, est-ce que tu as joué à Elden Ring et du coup ça donne envie de faire de la fantasy justement? Est-ce qu'il y a ce genre de un petit peu de, tu vois, on va dire du bain culturel qui t'a environné, qui t'a peut-être donné des envies, ou alors simplement que c'était des choses que tu avais effectivement en tête depuis très longtemps et que tu voulais faire des récits avec des chevaliers en armure, des géants, Eh ben, en fait, alors pas du tout. À vrai dire, je me suis même protégé de jouer à Elden Ring jusqu'à la fin de la pré-prod de ma BD, juste pour pas pour pas avoir des inspi. Et il y a même eu des trucs que j'ai dû changer parce que le zeitgeist fait que typiquement le trône de la reine dans mon histoire, à la base c'était 2 grands doigts de géants. Donc quand j'ai vu Elden Ring, je suis ah bah zut, c'est tout le lore d'Elden Ring et tout autour de ça. Donc non en fait du coup j'avais juste cette espèce d'idée un peu floue de ok, je vais peut-être repartir vers un truc un peu plus aventure, esprit shonen et tout avant même la fantasy. Et en même temps d'un autre côté, je commençais à m'intéresser surtout graphiquement, esthétiquement aux shoujo un peu rétro, donc les mangas pour filles, traditionnellement pour filles, comme Lady Oscar un peu, notamment voilà Lady Oscar ou la Rose de Versailles dans le titre du manga, et vraiment pour des trucs super esthétiques quoi, de ces longs cheveux qui n'en finissent pas, super ondulés, de ces effets graphiques un peu over the top, il y a toujours des fleurs, des pétales de rose dans tous les sens et tout dès qu'il y a le moindre sentiment un peu fort quoi. Et même c'est chez Clamp aussi que t'as ça de ouf. Ouais. Mais et puis j'aimais bien aussi même des BD qui digéraient ça comme alors j'ai plus le titre, c'est de la Fée et la Jardinière, un truc comme ça, ou The Sprite and the Gardener qui est chez Kinaï maintenant. Ouais, c'est ça. Et voilà d'autres BD comme ça, de Magic Fish. Hyper beau ça d'ailleurs. Bah voilà, je trouvais que j'aimais beaucoup aussi la réappropriation de ces codes-là avec un trait quand même un poil plus occidental, mais où vraiment l'influence est très claire. Et du coup, bah j'avais ce truc de j'ai envie de faire un shonen un peu vénère, un peu avec de la bagarre, et la fantasy est peut-être venue un peu de là aussi où je me disais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bah c'est vrai que j'aime bien Berserk, j'aime bien des trucs comme ça, et de l'autre côté j'avais cette envie d'un shoujo. J'allais dire ouais, j'ai envie de faire un truc, c'est Rose de Versailles cross Berserk. Ah mais il y a un moment où quand j'avais fait tu vois une espèce de liste d'inspiration, elle voulait rien dire, et ça j'ai même graphiquement, tu vois, j'ai dû me concentrer dans je veux un truc fin comme un shoujo, détaillé comme du Sergio Topi, et en même temps simplifié comme du Mignola, tu vois. J'ai dû me dire non mais tu peux pas. En fait ça marche pas. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est des trucs aussi, tu vois, je pense que je m'étais même un peu monté la tête. Je veux du Astérix mais comme Libermero. Ah oui non mais. Ouais non mais pour de vrai, enfin il y a eu ce truc aussi, je pense, où j'ai un peu dit un moment genre faire un petit pas de côté ou même un peu en arrière et me dire non mais tu sais fais un truc qui te ressemble aussi. Parce que tu vois typiquement moi Moundir graphiquement c'est une BD, c'était pas forcément mon style de dessin en fait. Moundir avant de faire la BD, moi j'étais plutôt quelqu'un qui faisait beaucoup de styles différents, qui avait du mal à trouver sa patte, et du coup l'après Moundir aussi, et c'est pour ça que je te parlais d'autres histoires qui avaient rien à voir, c'est que instinctivement je me suis dit non, faut que je fasse quelque chose de radicalement différent, même dans les outils que j'allais utiliser, dans le style de dessin que j'allais utiliser. Et du coup j'ai un peu dû me dire aussi bah en fait expérimente déjà avec peut-être ce que t'as appris de Moundir aussi. Ça veut pas dire faire la même chose, forcément le trait va s'adapter à l'histoire, mais peut-être garde tes mêmes outils, essaye de voir ce que t'as pu apprendre de cette BD avec un peu de recul. Et du coup à un moment je suis juste mis à dessiner, et je dois te dire, je sais pas exactement pourquoi je suis parti là-dessus, mais j'ai fait une ou deux chevalières très ornementées, un peu des paladins, des choses comme ça, peut-être parce que j'ai pas mal d'amis qui étaient dans du Donjons et Dragons et qui m'en parlaient tout le temps, et du coup c'était dans un coin de ma tête. Et du coup, voilà, à partir de ça, j'avais cette envie de faire un shonen, cette chevalière en dessin, et cette envie de faire un shoujo. Une envie que j'ai pas su canaliser, en tout cas, j'ai pas su trancher. Je me suis dit, bah, il y a peut-être moyen de faire les deux en un, en fait. Et ça, alors elle arrive très rapidement, cette idée, puisque quand même le concept de fantasy, ou quel que soit le titre de l'album, c'est d'avoir 2 histoires présentées donc en un seul volume. Une histoire qui se lira dans le sens traditionnel et une histoire qui se lit dans l'autre sens, donc de droite à gauche. Alors c'est pas du manga pour autant, tu vois, mais d'avoir vraiment 2 histoires qui vont être racontées et dont la conclusion va se répondre au milieu. Ça c'est aussi c'est le high concept, hein, clairement. Là on est sur du high concept. Ça tu l'as très rapidement alors par rapport à tes envies justement d'avoir 2 genres qui peuvent pas se répondre. Ouais, bah en fait c'est
c'est quelque chose qui s'est, tu vois, après une longue période d'errance, il y a presque eu un truc, ce genre de soirée un peu eureka, tu vois, où j'ai fait ce dessin, j'étais avec ma copine qui dessinait aussi, on avait une petite session brainstorm avec un peu de vin blanc, tu vois. Ta copine qui est illustratrice aussi. Qui est, ouais, illustratrice et animatrice aussi. Et Lucie Alessandri, voilà, je la cite, parce que sinon c'est pas cool. Et non, et en fait, on a fait une petite session brainstorm, et du coup, j'ai eu ce dessin qui est venu, et puis après, j'étais, ah, ce serait super de faire ça. Ah, mais en fait, c'est possible de mélanger ces deux histoires. Et du coup, tout de suite, j'étais en mode, bah, comment je les mélange? Est-ce que je fais quelque chose qui s'alterne? Non, mais ce serait vraiment cool de faire deux histoires qui se rejoignent, en fait. Mais du coup, comment je le fais? Est-ce que je fais que les deux histoires se lisent dans le même sens de lecture et que juste il suffit en fait de retourner l'album? Mais en même temps, il y avait quand même cette qui commençait à partir, mais cette espèce d'inspiration shonen. Je me disais, ce serait marrant peut-être d'assumer un côté un peu manga à la base, au moins d'un côté. Et l'envie aussi à ce moment-là de l'histoire, je me disais si je pars sur des chevaliers et des dieux, parce que dans les quelques dessins que j'avais fait, il y avait déjà cette notion un peu de différence d'échelle. Je me disais peut-être de faire une histoire entre deux peuples un peu irréconciliables. C'était un peu des bases aussi qui commençaient juste avec cette première soirée, ces premiers dessins. Et du coup, je me disais peut-être, j'avais pas encore exactement le cœur de l'histoire, mais je me disais s'il y a une situation qui pourra pas vraiment se régler, ou en tout cas qui sera un peu conflictuelle entre ces deux peuples, avoir deux sens de lecture différents sur la même situation. Il y a presque un genre de sens un peu méta, enfin de lier la forme au fond, quoi. Ce qui est quelque chose qui a un peu évolué, parce que là on est plus maintenant sur une histoire avec un mélange de fantasy, peut-être un peu de romance dans le fond, ou en tout cas une idée de romance peut-être, avec un peu de géopolitique fantasy aussi. Enfin, il y a un peu de plein de choses dans cette histoire-là, mais en tout cas qui se centre maintenant sur ces deux personnages, donc Alma et Yursenar, qui sont les deux héroïnes, et sur d'où elles partent et comment elles vont être amenées à se rencontrer, et quelles sont les suites d'événements qui vont les amener à se croiser, et quel va être le dénouement de leur rencontre. Et du coup, pour ça, je me suis dit, il y a quelque chose d'autant plus sympa dans la forme et dans l'objet à faire, que vraiment, voilà, ce soit deux parcours, un qui part de la gauche, un qui part de la droite, et qui se rejoignent sur une double page centrale, si on reste là-dessus pour le livre, parce que voilà, encore une fois, le livre n'est pas encore totalement fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ton storyboard tel que je l'ai lu qui peuvent être amenées à changer de ce point de vue-là? Ça, c'est toujours, c'est un métier toujours en mouvement, notamment, tu vois, le storyboard, c'est quelque chose que tu fais avec une certaine énergie de dessin. Donc, c'est un moment où tous les designs ne sont pas posés. Et moi qui suis quand même quelqu'un, enfin, l'un des trucs sur lequel vraiment je m'attarde, c'est le cadrage assez précisément, tu vois, genre autant il y a des trucs que je passe un peu vite, genre j'ai la flemme de dessiner les mains, les choses comme ça, donc je les fais un peu vite et tout. Autant je peux passer 1 heure à déplacer le moins de petits trucs pour être sûr qu'il soit 1,5 cm du bord de la case au lieu de 1,7, parce que je trouve que c'est plus beau comme ça. Et du coup, par exemple, tu vois, genre la salle du trône au storyboard est pas la même que celle au line, mais du coup ça fait que par exemple le trône de la reine là est plus surélevé dans la salle du trône dans le design final, ce qui fait que du coup ce plan là en fait où elle était sur le même niveau que Alma, enfin que la princesse qui allait saluer la reine et tout, où elles étaient vraiment face à face, en fait ce plan marche plus parce que maintenant il y a une différence de hauteur, donc il faut changer, ça t'amène à devoir retravailler de case de bord, ouais. Et après là il y a la vraie question plus sur la question objet du livre en fait, et ça c'est quelque chose sur lequel on est encore en discussion avec l'éditeur, de comment on gère vraiment cette fin. Pour moi c'est quelque chose d'assez clair, où je voulais terminer, on va dire les deux histoires se terminent, puis après il y a une espèce de double page finale qui est presque un genre de liant et en même temps un générique de fin sur lequel j'aimerais qu'on ait en fait les crédits du livre et la fin, enfin littéralement l'écrit fin dessus, quoi, qui conclut l'album, et qui aussi marque bien le fait qu'il faut pas tourner la page ensuite, quoi. Ouais. C'est quelque chose, en plus toi tu l'as lu en numérique, donc c'est encore un peu compliqué. La question numérique se posera aussi, même si je penserais d'abord moi au livre et à l'objet livre. Mais non, il y a des trucs comme ça qui pourront changer, de comment on gère cette double page finale, quoi. Il y a je pense là même un travail avec la maquettiste aussi qui sera intéressant à étudier. Mais avant même tout ça, avant même de faire le storyboard, enfin, t'as l'écriture tu écris ton script d'abord, avant même de commencer à dessiner quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'était limite la période la plus difficile, parce que, tu vois, je sais pas, scénariste de formation ou quoi,
Et me dire, même si ça a été bien reçu ou quoi, si on peut s'accorder sur un truc, c'est que le scénario, même s'il pouvait être bien construit et tout, hein, j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est qu'il était assez simple, ce qui est pas du tout un mal. Il était assez épuré et me dire, je pouvais même passer beaucoup de temps à peaufiner chaque dialogue parce qu'il y en avait très peu et que chaque mot avait son importance. Là, c'était un scénario beaucoup plus fourni. C'était même 2 scénarios en fait qui étaient entrecroisés, ou même si l'idée c'était quand même d'avoir 2 histoires qui avaient vraiment leur propre temporalité, leur propre, je dirais pas univers parce que les deux sont dans le même univers techniquement, mais qui avaient leur propre ton aussi. Il fallait quand même gérer l'entrecroisement de ces 2 histoires, que ce soit par des détails qui se répondent, que ce soit par des trucs de structure de timeline, où je sais que l'histoire de Yourcenar, donc qui dans sa forme actuelle a des ellipses narratives qui sont marquées tous les 100 ans et qui se passent sur 1000 ans. Dans une des premières versions du script, c'était chaque scène en fait était marquée par une ellipse narrative, mais un peu plus précis, avec il y a 733 ans, il y a machin, avec un truc dégressif comme ça, qui pouvait perdre un peu le lecteur, mais qui surtout pouvait me perdre moi, parce que je disais mais en fait si ce truc-là se passe il y a tant d'années, en fait il faut que je change tel autre truc de l'autre côté et tout. Donc en fait ouais, la phase d'écriture elle était très compliquée aussi, notamment parce que j'ai voulu prendre mon temps quand même, donc elle s'est fait sur du long terme. Mais juste, alors je me permets juste de t'interrompre, mais quand tu fais ce script, tu sais combien de pages tu vas avoir? Non, moi pour le coup j'écris en fait en prose. En gros, je pars vraiment d'un synopsis un peu bête que j'étoffe et j'écris en prose, et au bout d'un moment j'arrive à me projeter en gros sur ce que je peux raconter dans une page, et sur aussi tel événement. Je sais que ça, c'est pour moi dans ma tête, c'est plus une double page ou des choses comme ça. Et du coup, tout bêtement, en fait, je vais à la ligne, tu vois. Enfin, je prends ce script en prose, et si c'est écrit Alma marche, entre dans la forêt et puis ramasse un objet, ça, je me dis ok, ça, je le vois en une page. Paf, je vais à la ligne, et ensuite l'événement suivant, je me dis ok. Ça fait une page, je vais à la ligne et tout. Donc il y a déjà cette première période assez marrante où tu découvres le nombre de pages de ton album. Qui à la base était sur un sacré pavé de 320 pages, puisqu'on est sur en fait 2 histoires qu'il faut le temps de développer. Donc en fait c'est 2 histoires qui sont pas très longues en soi, mais à l'échelle de l'album, du coup ça fait une sacrée pagination. Et du coup là c'est quelque chose dont on a même discuté avec l'éditeur après, de pour des questions très pragmatiques de taille et de prix d'un album, ce qui sont des vraies questions à se poser dans une industrie, mais aussi pour des questions de moi, de comment j'allais me fatiguer, et même aussi des trucs d'efficacité, de rythme, en disant bon bah vaut mieux un album qui passe peut-être un tout petit peu plus vite qu'un album qui passe trop lentement et qui tombe des mains. Et donc il y a eu cette question aussi de réduire un peu le nombre de pages, ce qui de redemander un boulot d'écriture, parce qu'évidemment ça, il y a eu une deuxième phase en fait où, après avoir discuté avec l'éditeur, après avoir envoyé le projet à Bubble qui était intéressé, avec qui on a rediscuté, qui m'ont dit bon, faudrait enlever quelques pages et tout. Ils m'ont pas trop aidé là-dessus, parce qu'ils m'ont dit faut enlever peut-être 80 pages. Ça c'est Sullivan Rouault, qui est toujours éditeur sur le projet, co-éditeur, qui m'a dit bon, pour l'instant j'aime à peu près tout, mais il faut qu'on trouve 80 pages à enlever. Donc là il y a eu une grosse phase de réécriture. Je me disais bah, comment je fais ça et tout. Donc des événements qui ont été compilés, d'autres enlevés, et c'est là aussi il faut prendre un peu de recul et voir le focus du projet aussi. Quand on fait de l'écriture sur plusieurs mois, il y a des personnages qui changent de motivation, il y a des détails qui changent. C'était un album, encore une fois, qui est né de pas d'une idée hyper concrète non plus, tu vois. Il y avait une envie de faire quelque chose un peu aventure shonen d'un côté, une envie de faire quelque chose un peu romance de l'autre. Donc il y a aussi la question de comment je dosais ça. Il y a des premières versions, en fait la partie romance était un peu trop exacerbée, mais du coup si les deux personnages étaient extrêmement amoureux dès le début, et ben en fait il y avait des décisions qu'ils prenaient qui marchaient pas forcément. Du coup il fallait dans des versions plus tard du script, je disais mais en fait c'est plus cohérent que tel perso fasse telle action. Donc voilà, il y avait ce truc constant et ces allers-retours entre les deux histoires qui ont pris pas mal de temps, quoi. Ouais, mais justement, ce que tu mentionnais Bubble et donc Sullivan Rouault, tu peux un peu raconter comment ça s'est passé, juste le fait de les avoir de nouveau, Sullivan comme co-éditeur, je crois, du projet, et d'après de Bubble, parce que je sais aussi, vu que j'étais pas très loin non plus dans le suivi, même si j'étais pas du tout impliqué pour le coup, que t'as aussi un petit peu démarché à droite à gauche, peut-être pour voir si d'autres étaient intéressés. Comment c'est un peu Ouais, non, en vrai, comment ça se fait? Je pense que moi c'est assez transparent là-dessus. Tu vois, un projet, à part si je crois pas qu'il y ait des contrats d'exclusivité en France, mais on va dire à part si c'est, ou très peu en tout cas, mais à part si c'est tacite et que de toute façon tu repars chez ton éditeur. Moi, en effet, la question s'était posée de bon, qu'est-ce que je fais après Moondir?
Surtout que tu avais eu un gros succès et que l'envie d'aller chez un éditeur plus important, plus installé est légitime dans le sens que bah t'es aussi là pour faire une carrière, pour construire une fanbase solide, un lectorat solide, pas une fanbase peut-être mais un lectorat, et que oui bah forcément si t'es chez Dargaud, Dupuis ou Delcourt, t'as une assise a priori qui est plus importante que effectivement que Babel qui est une toute petite structure. Oui, et puis même pour des trucs très pragmatiques, tu vois, quand j'ai Moundir, c'était un projet que j'avais fait vraiment jeune à la sortie des études, donc j'avais aussi la chance de pas avoir à payer un loyer à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas. Maintenant, je paye un loyer avec la BD, un loyer parisien. Et du coup, je me disais bon bah la BD, elle va faire a priori quand je l'avais envoyé à des éditeurs 320 pages, donc il faut aussi même moi j'adorais Bubble et c'était enfin les premiers à qui j'ai envoyé le projet. Mais je me disais en tout cas il va falloir quelqu'un qui me permette de vivre, de survivre pour faire cette BD quoi. Après, j'aurais pu démarcher un peu plus. Je pense que pour des trucs justement de Bubble, il y a un affect particulier. Encore une fois, on s'est lancé ensemble en fait dans la BD, donc et c'est des gens plus que j'aime beaucoup. Donc encore une fois, c'est eux que j'ai priorisé. Et en fait, au début, je pensais l'envoyer qu'à eux. Mais entre les festivals, entre les choses comme ça, j'avais un peu parlé à des auteurs, puis j'avais pu rencontrer les gars du label aussi, avec qui du label 619. Oui, pardon, du label 119, notamment Mathieu, Bablet, Guillaume Saint-Germain, et puis Ron aussi. Et en fait, notamment à cause de l'édition collector, grâce à l'édition collector de Moundir et du Ulule, mon petit lectorat m'associer un peu au label, puisque Mathieu Bablet avait fait une couverture collector, Guillaume Saint-Gelais avait fait un print. Beaucoup de gens me posaient la question de si j'allais faire un projet chez eux, et même Mathieu m'avait m'avait montré un intérêt pour le prochain projet. Donc moi je m'étais dit a priori j'ai quand même envie de faire ça avec Bubble, mais ce sera Bubble ou le label. Et du coup moi j'ai aussi c'est les deux à qui j'ai envoyé mon dossier d'édition. À la période où je l'avais envoyé, le projet était il a beaucoup changé entre temps, donc je pense qu'il était encore assez immature, et on en avait un peu parlé avec Mathieu qui avait un peu centralisé les retours, où il y avait plein de choses qui leur plaisaient, il y avait des choses qui leur plaisaient pas, il y avait et notamment je pense même le gimmick, le concept de l'album aussi était quelque chose qui les freinait un peu, et ce que je pouvais comprendre complètement. Moi je rigolais aussi en disant que c'était un peu, tu vois, tous les étudiants en BD à un moment ont eu envie de faire cette espèce de double BD qui se lit dans deux sens, ce machin. Mais un peu comme Moundir, qu'on pourrait dire repose sur un gimmick, mais que j'ai essayé de faire le mieux possible. Là, moi, ce gimmick était important. Je trouvais qu'il était cohérent avec ce que je voulais raconter, et que je l'avais pas pensé comme un gimmick. En fait, je l'avais pensé comme un compromis pour moi, pour faire ce que je voulais. Et du coup, pour moi, c'était important de garder ça aussi. Mais et du coup, ça va, parce que évidemment, ça s'est fait en très bon terme. Mathieu, on s'est même appelé, il m'avait donné plein de très bons conseils sur l'histoire. Et vu que Bubble, eux, de leur côté, étaient hyper enthousiastes, en fait, je me suis pas embêté à envoyer chez plein d'autres éditeurs avec qui peut-être j'adorerais bosser sur d'autres projets. Mais voilà, celui-là, je pense que j'avais besoin notamment parce j'étais pas hyper en confiance au début, parce qu'il était encore assez immature, assez ambitieux. Je voulais être un peu à la maison, quoi. Et je pense que chez Bubble, avec Sullivan, qui était très chaud pour remplir aussi, parce que là, tu lui as proposé directement, alors comment ça se passe aussi pour Ouais, en fait, tu vois, pour le coup, maintenant, c'est facile de le contacter, donc je vais juste envoyer le truc en croisant vraiment les doigts aussi, parce que je me disais, c'était très cool de bosser sur Moundir, mais c'est quelqu'un qui est très occupé, qui marche à l'affect beaucoup, et donc ça allait se faire aussi à est-ce qu'il aime le projet, tout bêtement, quoi. Et je sens qu'il avait vraiment accroché. Il y a un truc qui est très cool avec Sullivan aussi. Là, en fait, maintenant, je bosse avec 3 éditeurs chez Bubble, donc 2 personnes de Bubble, Thomas Mourier et Nicolas Devé, et Sullivan. Donc j'ai 3 co-éditeurs en fait, et les 3 sont hyper complémentaires, quoi, parce que Thomas, lui, c'est quelqu'un qui a lu énormément de BD, qui a fait plein de métiers dans la BD, qui est auteur aussi à côté, donc qui va pouvoir m'aider parfois sur des petits micro-détails, des choses comme ça. Sullivan, c'est quelqu'un, je pense, avec qui on a une culture en commun quand même, et du coup, c'est lui qui va vraiment me dire ce truc-là, qui va comprendre les effets que je veux faire passer, les trucs qu'il faut appuyer, les trucs qu'il faut enlever. Et Nicolas, qui lui est un éditeur un peu plus généraliste, sans qu'il gère aussi tout ce qui va être la fabrication, que c'est un lecteur de BD un peu moins assidu, mais du coup, il a presque la vision du lecteur ou de la lectrice lambda, en fait. Et du coup, les 3 sont super complémentaires.
Et du coup, voilà, moi, Sullivan, quand je lui ai envoyé le projet et qu'il me disait vraiment pile les bons mots, il a compris tout ce que je veux faire et je sens qu'il va pouvoir m'aider à mettre vraiment le focus sur ces trucs-là et à virer le superflu. Bah, je me suis dit, ouais, en fait, c'est avec eux que je veux le faire, quoi. Parce que tu as eu du coup pas mal de réunions, en fait, où vous discutiez alors de ton script, de ton découpage, justement, et où tu leur montres aussi un peu les planches du storyboard au fur et à mesure que tu les dessinais. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment une étape essentielle aussi. Bah, plus que pour Moundir encore, où tu vois, Moundir, il y avait ce côté, on a fait une vraie grosse première réunion, et on avait eu plusieurs petits trucs, mais on avait beaucoup plus parlé du Ulule, en fait. La BD était un peu plus, sur des rails, en fait, où Sullivan, pour le coup, m'avait beaucoup aidé sur le board. On avait fait une vraie session, il m'avait fait plein de petites corrections, de choses comme ça. Et après, à part si j'avais une petite question, je fonçais, quoi. Et j'ai rendu le bouquin quasiment tel quel. Là, comme moi, je sentais que j'avais besoin d'aide. C'est aussi pour ça que j'avais été chez eux. J'avais besoin de discuter vraiment du projet. Et du coup, on a fait pas mal, de petites sessions brainstorming, tout ça, où on discutait. Je leur demandais s'il y avait des trucs qu'ils avaient pas compris. Là, pour le coup, aussi balancer des vraies idées, parfois de scénarios, des petits détails et tout. Donc, c'était un travail éditorial plus important. Et c'est pour ça que déjà, me dire, quand j'en parlais souvent, au lieu de dire je disais nous, on, parce que la BD, ça reste un truc en fait très collectif, même si évidemment l'auteur ou les auteurs ou les autrices font une grosse partie du taf et l'essentiel du taf créatif, mais quand tu vois quand tu connais un peu la chaîne du livre, tu vois que c'est quand même un truc où il y a à peu près besoin de tout le monde. Et pour moi, cette BD là, d'autant plus, tu vois, genre évidemment c'est moi qui passe le plus de temps dessus sur le scénar et tout ça, et c'est plus facile de faire du script doctoring, c'est-à-dire de faire des corrections avec du recul que d'écrire un projet de A à Z. Mais moi, quand j'ai le nez dedans et tout, c'est hyper utile en fait d'avoir des retours un peu extérieurs comme ça, sans compter ma chérie qui a le limite c'est quasiment co-scénariste, quoi. Enfin, je me dis, il faudrait que je mette son nom sur la co, tellement elle m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, c'était la question que je te demandais, vu qu'en plus vous êtes dans le même secteur, dans le même corps de métier, c'est de savoir effectivement si vous en discutiez aussi, que vous pouviez vous apporter de l'aide, notamment sur des questions de dessin, de découpage, de mise en scène, sur lesquelles effectivement elle a aussi un regard professionnel, en fait. Ouais, je pense de toute façon, dès qu'on est créatif et en couple, je pense qu'il y a toujours le ou la compagnon sont toujours des premiers lecteurs, lectrices, voire des vrais conseils, quoi. Là même parfois c'était presque l'inverse, où comme elle a une vision artistique assez forte, il y avait même des trucs parfois où il fallait que moi je me réapproprie mon projet en me disant attends, non, ça c'est une bonne idée, mais ça là c'est toi qui projettes, c'est plus subjectif qu'autre chose, où tu vois elle allait me faire douter sur un design, et je te mais en fait non, mais c'est juste toi qui l'aimes pas, mais le design il est bon, tu vois. Mais ça traduit, parce je veux pas avoir l'air de bitcher, franchement elle a été adorable là-dessus, mais ça montrait aussi l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, qui était que je pense que j'étais très influençable et très en doute, en fait. Et là encore aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit bon, là il est temps à un moment d'avancer et de passer aux planches, parce que je sais que le board il est solide et tout ça, mais même s'il est pas tu vas me dire, le board était pour moi quasiment fini, j'ai quasiment rien touché. Là, je sais qu'il y a encore des petits trucs qui bougeront. Je sais qu'il y a encore une grosse passe de dialogue à faire, notamment pour alléger certains moments. On est à un stade encore où l'exposition est peut-être un peu lourde. Moi, j'ai besoin, quand j'écris, en fait, de faire le lecteur ou la lectrice un peu bébête au début, c'est-à-dire que je surexplique un peu tout. Et après, au fur et à mesure des lectures, je vire les détails qui se répètent ou qui sont un peu inutiles et tout. Mais parce que je préfère ça que, en fait, un truc qui est déjà trop cryptique. Mais du coup, voilà, ouais, à ce stade-là, pour l'instant, c'est une BD, ouais, qui est, ouais, bon, enfin, c'est ça, c'est un processus créatif, tu vois. Je suis encore plein dedans, j'ai pas forcément de recul sur tout. Là, ce qui est important maintenant, c'est avancer et faire les planches, et essayer d'être efficace, et surtout essayer de m'amuser. Ce qui est le truc, encore une fois, qui a pris un peu de temps, parce que entre l'idée initiale, en fait, les idées initiales, les différentes influences qui bouillonnent, où tu te dis en fait ça va être trop bien, je vais faire un mélange de tel truc et tel truc, ça va ressembler à ça, à ça, à ça. Et le moment aussi où tu dois concrètement tout mettre en forme et faire que le projet devienne cohérent, le projet change énormément. Moi, comme je t'ai dit, à un moment c'était un truc de romance, la partie fantasy était un truc très dark fantasy dans ma tête, mais au final là on est plutôt sur de la fantasy un peu plus classique finalement, un peu plus dark aussi. Et tu vois, genre typiquement elle s'est on va dire, c'est éclairé un peu. Et là, en fait, avec le line et avec le style graphique que j'ai, parce que aussi un style graphique qui est lié au temps que j'ai pour faire les pages, en fait, je vais mettre plus de noir dans les pages. Et en fait, du coup, on revient à un ton un peu plus dark finalement.
Donc ouais, c'est des projets qui sont constamment en mouvement comme ça. Et typiquement, il y avait un rapport aux humains et aux dieux dans cette BD. Et du coup, typiquement, la question religieuse de la naissance de la foi, d'à quel point tu peux avoir une perception tronquée par ta foi, mais aussi essayer de faire quelque chose de pas manichéen. À un moment, c'était aussi un gros focus du livre, qui avait presque un discours quasiment exclusivement là-dessus. Et donc, il y a aussi ce vrai boulot aussi de voir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux raconter? Et je pense qu'en fait, en écrivant, en réécrivant, il y a des choses qui étaient des thèmes qui sont devenus du sous-texte ou qui sont devenus du contexte plutôt, tu vois, genre quelque chose qui est un peu lancinant dans la BD sans avoir un propos tranché dessus. Donc voilà, là, je pense que je sais un peu plus ce que je veux raconter et ça va être aussi cool là en fait de juste avancer un peu sur les planches et puis peut-être après, tu vois, de relire et de voir un peu les petits trucs de ok, ça a plus sa place. Je pense que jusqu'à la dernière minute, on aura un projet un peu plus changeant que l'était Moondir. Parce que pour revenir à cette histoire-là, de ce que tu veux raconter, c'est la question que j'aime bien poser aussi souvent, c'est est-ce que t'es parti vraiment de ces deux personnages et de leur aventure, ou est-ce que c'était plutôt un message que t'avais envie et que t'as trouvé une histoire avec des personnages pour raconter ce message? Non, ouais, j'avais quand même d'abord ces personnages, ensuite l'envie de les lier avec d'abord quelque chose d'un peu romantique. En tout cas, en fait, je crois que très tôt, j'avais vraiment ce truc de ok. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout pitché la BD. C'est le principe en fait, c'est le principe d'aborder le process créatif sans forcément dévoiler quoi que ce soit, parce que cet épisode-là potentiellement dans mon planning de sortie, il arrivera un tout petit peu avant la sortie de la BD. Ouais, en fait. Et comme je l'avais fait avec Frontier en fait, c'était l'avant où en fait on passait du coup 1 heure à discuter juste de création, de brainstorm, enfin vraiment de voir comment ça se passe dans ta tête en fait de créateur, sans aborder les questions des personnages ou des histoires, justement pour que les gens puissent simplement se dire en fait comment tu crées une BD sans être spoilé de quoi que ce soit. C'est bien vu que on voit à quel point c'était un peu bordélique au début, mais en tout cas oui, il y avait eu ce moment où donc après vraiment la première direction qui a été prise, j'avais des dessins, j'avais une envie, j'avais un concept, parce que voilà, j'avais ce truc de j'ai ces deux personnages qui sont incarnés, j'ai un dessin, j'ai une envie, j'ai envie de les lier. Du coup, je me suis dit il y en a une qui dans son chara design avait un côté un peu plus violent, revanchard et tout. Donc Alma, c'est ça. Voilà, on dirait il y a Alma et Yourcenar d'un côté. Voilà, et Yourcenar qui avait un côté plus noble et plus mystique un peu dans les premiers chara design. Et du coup, je me suis dit il y en aura une, ce sera une humaine qui ira chasser une déesse, et l'autre ce sera une déesse qui va tomber amoureuse d'une humaine. Et ça, je l'ai eu assez tôt. Et de ces deux idées en fait, qui était du coup ce truc de ok, il y en a une du coup qui aura ce côté un peu plus shonen, l'autre qui aura ce côté un peu plus shoujo dans l'idée en tout cas à la base. De là est venue cette impossibilité un peu de choisir ou d'articuler ces des histoires autrement que en fait par ces structures de livres. Donc c'est après ces deux vraiment pitch en une ligne qu'est venue la structure du livre, et après que j'ai développé. Et du coup pour moi, s'il y avait une histoire avec des dieux, je pouvais pas, la question religieuse était quelque chose que je pouvais pas trop éviter, tu vois, parce qu'il y avait la question, est-ce que j'en fais juste, tu vois, des géants peut-être, mais ce qui est peut-être d'ailleurs un des premiers trucs qui m'avait traversé l'esprit, peut-être que j'avais pas le terme déesse tout de suite, mais je me suis dit en fait c'est peut-être d'autant plus intéressant de voir comment des géants seraient perçus, parce que voilà, en fait là la BD s'appelle Fantasy parce que c'est de la fantasy, mais l'idée c'était quand même d'avoir un non mais cette idée c'était ça, je me suis pas foulé. Bon, la prochaine s'appellera Horreur, parce que c'est un truc d'horreur. Et non, mais à la base, ce sera policier, parce que c'est un truc de flic, quoi. Voilà. Non, mais pour le coup, il y avait l'envie d'avoir donc ce titre, donc que moi j'aime bien, qui est mon titre de travail. On verra s'il est gardé jusqu'au bout, mais pour moi qui racontait deux choses, qui étaient de prendre le mot fantasy, mais en fait au sens propre de ce que ça veut dire. Donc avant de désigner un genre qui désigne du coup un fantasme, un imaginaire, le fait d'être dans un mode de pensée, d'être dans son propre monde un peu, et qui peut-être c'est pas exactement ça que ça correspond, qui pour moi allait être l'état d'esprit des deux personnages. Il y en a une qui a une certaine vision du monde très revancharde avec un culte religieux, et l'autre qui a une vision du monde beaucoup plus niaise mais avec son propre culte religieux aussi. Donc moi le terme fantasy venait d'abord de là. Et du coup correspondait aussi au genre derrière, mais c'est de la fantasy sans nains, sans gobelins, sans toutes ces races. Enfin il y a forcément l'héritage de Tolkien et tout ça un petit peu, mais voilà, moi l'idée c'était de faire un peu mon propre univers, qui a même d'ailleurs des petites allures de SF parfois aussi, ou en tout cas de techno fantasy, je sais pas si c'est un genre, sûrement, ouais.
Mais donc voilà, il y avait un peu cette idée-là, mais je me disais, bah oui, mais du coup, les géants, c'est pas forcément quelque chose qui est installé. Si c'est pas un monde où il y a des races de fantasy connues, bah dans ce cas, plutôt que les considérer juste comme des géants, peut-être qu'il y aurait déjà un rapport de fascination, voire de religion qui pourrait se créer avec eux. Et c'est après, avec des idées comme ça, que tu te dis, bon, bah, si je veux montrer ce rapport, est-ce que j'en fais juste un flashback? Est-ce que je le fais comme une situation qui est présente telle quelle quand on ouvre l'album, ou est-ce que, c'est là que je me suis dit, ça peut être même très intéressant de voir que du point de vue des géants et des dieux, bah, qu'en fait eux ce sont des géants de leur point de vue et que du point de vue des humains ce sont des dieux, et de voir carrément même les humains arriver dans leur temporalité, quoi, que pour eux ils ont vu cette espèce de nouvelle race arriver de nulle part, les voir grandir, ils les ont aidés, et d'avoir presque une des deux histoires qui raconte une partie de l'histoire de l'humanité. Du monde, ouais, du monde plutôt, quoi. Mais voilà. Comment tu couches tes pages de script en storyboard? Vraiment, c'est parce que tu nous as dit comment tu écrivais comme de la prose, c'est-à-dire que tu n'inclus pas forcément les éléments de plan, non, ouais, d'angle et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui vient complètement, en fait, à partir du moment où tu vas commencer à tracer tes planches. Ouais, en fait, dans mon script, tu vois, qui est un document Word tout bête, je vais de temps en temps, si j'ai une idée visuelle qui correspond pas vraiment à la prose, enfin qui sortirait un peu de ça, je vais la mettre en rouge, tu vois, pour me dire bon là c'est une idée de case, mais en fait j'en ai assez peu, et c'est vraiment c'est la créativité née de la contrainte. C'est quand je suis en mode bon bah je me suis dit que tel événement tenait dans une page, donc maintenant raconte-le dans une page. Et donc je me dis bon bah tu vois là, si j'ai le perso qui marche, qui fait un truc, qui ramasse un truc et après voit quelque chose, bah je me dis bon bah c'est quoi le plus important dans cette page? C'est le truc qu'il voit en fin de page par exemple. Donc je vais me dire bon bah ok, bah ça va prendre telle partie de la page, et donc et du coup en fait avec cette contrainte je me dis bon bah du coup le perso qui marche en fait c'est une plus petite case au-dessus, des choses comme ça. Donc ouais, en fait ça se fait vraiment par la place que j'ai dans la page, mise au ratio, ouais, de ce que je veux raconter par page, quoi. Et ce qui a été un truc d'autant plus compliqué que en fait Moundir avait une narration très décompressée, parce qu'une narration quasiment muette, parce que Moundir, j'avais pas prévu que ça fasse 192 pages au début pour un premier bouquin, mais c'est juste qu'en fait tout prenait un peu plus de temps à montrer. Je voulais un récit plus aéré, plus d'action, plein de grandes pages pour faire des effets un peu waouh et pour vraiment m'éclater en dessin. Là, le dialogue permet d'économiser certains effets. Je voulais quelque chose un peu moins spectaculaire quand même. Je voulais que les grandes pages, en fait, là, avaient presque plus un intérêt de rythme, pour créer des respirations, plutôt que juste, en fait, dès que j'avais un truc que je voulais mettre en valeur, prendre une pleine page pour le faire, ce que je pouvais faire sur Moundir. Là, je m'étais aussi renseigné un peu sur des types de narration. Je me disais, bah en fait, on peut faire des pages hyper marquantes ou des moments marquants qui sont pas forcément que des pleines pages à chaque fois. Et puis là, bah de toute façon, c'était une notion aussi de, je peux pas faire un bouquin de 500 pages à un moment, donc il va falloir apprendre à condenser un peu. Et du coup, bah la narration de cette BD sera un tout petit peu différente. Enfin, le rythme sera un tout petit peu différent que celui de Moundir, forcément, avec des parties plus dialoguées, et des événements aussi où tu vois, genre je sais pas si peut-être j'aurais fait 3 cases pour que le perso se balade dans un décor. Là, je me dis en fait ça peut tenir en une case parce que c'est pas la déambulation et pas le truc le plus important dans cette page. Donc voilà, ouais, c'est assez intéressant. Je pense que ça c'est quelque chose qui je pense que tu fais dans toute une carrière, à part si tu racontes toujours la même histoire avec le même style, mais en fait même si tu gardes tes mêmes réflexes de narration, le type d'histoire, je pense, va un peu t'imposer de changer ta rythmique, tu vois, et ta pagination aussi. Ou vraiment tu portes l'attention sur est-ce que ça importe dans ce que tu veux raconter, c'est-à-dire à la fois dans la séquentialité d'avoir quelque chose qui soit fluide, mais aussi effectivement tu dois veiller en fait à pas t'attarder pardon, sur des choses qui ne sont pas importantes d'un point de vue aussi narratif pour toi. Ouais, et puis même créer de l'importance et créer du sens aussi dans des trucs qui sont visuellement pas forcément les plus impactants à l'écriture. Typiquement, je savais, enfin il y a évidemment du coup ces deux personnages, Alma et Yourcenar, vont être amenés à se croiser parce que c'est un peu tout le but de l'album, et notamment dans un dialogue qui est assez important dans l'histoire, et qui du coup vu que c'est un moment qu'elles vivent tous les deux, c'est un moment qu'on va voir dans les deux histoires de leur point de vue. Et déjà c'était quelque chose qui à la base, quand je l'écrivais à la prose, dans mes premières versions où je détaillais pas chaque dialogue, je me disais bon, Yourcenar dit ça, Alma rigole par exemple, truc comme ça, mais en fait
Une fois que j'ai dû vraiment le mettre en page, je me suis dit mais en fait ça va peut-être un peu vite, elles se connaissent pas à ce moment-là, donc il faut plus de temps pour amener telle réaction et tout ça. Donc il y a eu la question déjà bon bah en fait il faut que je rajoute des pages à ce moment-là, ce qui en enlevait ailleurs aussi. Et du coup bah quand je me disais ah mais j'avoue j'avais pas prévu que le dialogue fasse autant de pages, comment je le mets en scène, tu vois, c'est un dialogue dans un espace fixe avec en plus une particularité que vous verrez dans l'album mais où elles sont pas directement face à face. Et du coup il y a eu aussi cet enjeu parfois de pour le coup de créer des idées visuelles là où c'était quelque chose de très écrit et à d'autres moments d'écrire un peu plus des passages qui auraient été peut-être un peu trop purement du visuel et du kiff, tu vois, et en fait de les rendre un peu plus cohérents aussi parce que voilà, l'idée c'est quand même de s'amuser. Il y a des idées de cette BD, des péripéties, des moments qui étaient d'abord des idées visuelles que je voulais faire, qui me tenaient à cœur et que j'ai réintégré au récit derrière parce que ça reste de la BD, c'est pas de la littérature et je pense que c'est important en vrai de partir du dessin. Enfin, j'imagine qu'il y a même des auteurs ou des autrices complètes, donc des gens qui font scénario dessin, qui peut-être écrivent vraiment tout d'un coup avant même d'avoir le moindre dessin. Je sais pas, c'est sûrement possible. Mais à mon avis, on est quand même dans un métier où les deux se répondent en permanence. Et du coup, c'est important pour nourrir son imaginaire de d'abord dessiner certains trucs. Il y en a d'autres, il fallait les écrire, d'autres, il fallait les dessiner, voilà. Puis c'est vrai que c'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer, même pour te troller un petit peu, c'est de dire quand même, Johan, tu vas faire une BD où les gens vont parler. Ouais, pour le coup. Alors, et c'est dur alors, l'écriture des dialogues? Alors, l'écriture des dialogues, un peu, mais comme je t'ai dit, je suis assez, enfin, j'essaye de pas trop mettre la pression là-dessus, où je sais que ça s'affine. Par contre, ce qui est dur, et c'est encore plus débile, c'est le placement des bulles. Ouais. Ouais, mais moi, je trouve ça insupportable, en fait. Enfin, pour le coup, j'ai encore des réflexes de me dire de penser la narration quasiment en muet. Et tu vois, des trucs très concrets de, attends, mais en fait, le bouquin fera quelle taille? Parce que j'ai besoin de savoir ça en avance pour me dire, bon, attends, quelle taille vont faire les bulles, à quelle police d'écriture sera écrit le texte, pour savoir à peu près combien de place elles prennent dans la page. Parce que ouais, sinon, parfois j'en mets trop, parfois j'en mets pas assez, donc il y a une rythmique qui est très différente. Je veux évidemment pas que la personne qui lit le livre, à un moment tourne la page et voit que d'un seul coup il y a 1 milliard de dialogues, disent oh non, faut que je me tape tout ça. Ce qui est encore à ce moment-là du board, ce qui est quelque chose que qu'on appelle le syndrome Blake et Mortimer. Ouais, bah moi même j'avais ça, je sais plus moi sur des mangas quand j'étais petit, quand je lisais Death Note où t'avais des espèces de Death Note c'est insupportable. Ouais, tu vois, moi je me rappelle de moments de Death Note qui étaient des espèces de moments hyper visuels et d'autres moments où il y avait des trucs d'explications de plans et de machin où j'avais envie de passer les pages quoi. Et là l'idée c'est d'en avoir le moins possible. L'avantage c'est que j'écris assez gros, enfin je choisis souvent des polices d'écriture assez grosses. Là même notamment pour les dieux géants, je veux même que leur écriture soit plus grosse que celle des humains parce qu'il y a même dans l'histoire quelque chose qui a un rapport avec leur voix qui a une espèce de puissance et d'aura qui est trop grande pour les humains. Donc voilà, je voulais même avoir un petit jeu de texte là-dessus, ce qui du coup à la fois me force à un peu raccourcir le texte, mais ah ouais, ce problème de prendre beaucoup de place dans la page par moment quoi. Donc ça c'est quelque chose que je vais apprendre à gérer. J'en avais parlé avec, je crois que c'est Grégory Panassioné, je sais plus, un auteur de BD qui lui en fait beaucoup de muets. C'est lui qui avait fait Un océan d'amour écrit par Lupano, qui est la BD muet dont on me parlait tout le temps en fait en dédicace quand je faisais Moundir. Et du coup j'avais rencontré ce monsieur-là et lui il me disait aussi que il déteste le texte quoi, que ça le gêne, pour lui c'est de la contrainte et qu'il essaye d'en mettre le moins possible. Et c'est pas impossible que après cette BD je revienne à quelque chose d'un peu plus allégé en termes de texte quoi, parce que je vois bien que c'est, enfin en tout cas pour l'instant ça m'embête, et je pense en tout cas que moi un objectif que j'ai en BD c'est quand même le rythme porté par le découpage, mais du coup je veux pas qu'on s'arrête sur une page en disant oh il faut que je lise ça quoi. Ça c'est pour moi ce sera le but dans toutes les BD que je ferai à mon avis. Ok, et j'avais encore une autre question aussi, c'est tu penses à la symétrie, c'est-à-dire qu'il faut que les deux histoires de Alma et de Yourcenar aient la même longueur. Ça c'est quelque chose aussi sur lequel tu travailles alors? Ouais, bah en fait alors c'était pas j'avais cette idée que ça se terminait sur une double page finale. C'était pas nécessaire pour ça que les deux histoires fassent exactement le même nombre de pages, mais je me suis dit ouais, tant qu'à faire autant pousser le délire jusqu'au bout. Et ça clairement je crois que la première discussion que j'ai eue avec Sullivan, c'est le genre de truc quand je dis où Sullivan on se comprend sur certains trucs où il est en mode c'est évident qu'elle doit faire le même nombre de pages, mais ce qui rajoutait une contrainte d'écriture en plus quoi, de voilà j'ai enlevé une page là, mais par contre de l'autre côté enfin vraiment le truc tient parfaitement, je peux rien toucher. Donc il y a eu des trucs un peu compliqués là-dessus, et
Et du coup, sur cette question de symétrie, là, il y avait aussi un vrai jeu de comment assumer le gimmick de l'album. Pour moi, le gimmick, c'est pas un gros mot. En tout cas, comme t'as dit, il y a un high concept et il faut l'assumer, sans que justement le gimmick prenne trop de place. Il y avait un moment même la question de, attends, est-ce que si on fait un côté manga, est-ce qu'il y en a un qui est en couleur, l'autre en noir et blanc, des trucs comme ça, tu vois, dans lequel je voulais pas tomber. Mais je sais que là, par exemple, c'était à moi aussi de un peu, je vais dire put the foot down, mais j'avais pas la bonne expression, en tout cas de mettre un stop, c'était de lever le pied. De lever le pied, ouais. Non mais tu vois, genre de dire on en parlait beaucoup avec les éditeurs, tu vois, à quel point on pousse vraiment le truc de symétrie entre les deux histoires, même en termes de structure de pages, de cases, d'éléments qui se répondent et tout. Ah, t'aurais été indiqué de vouloir faire des structures de découpage symétrique, tu sais, de tout l'album, c'est des trucs où tu dois penser après. Et puis surtout, tu vois, je me disais, c'est pas nécessaire, en fait, ça raconte pas le truc. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était quand même d'avoir, en fait, ces deux histoires qui partent quand même d'un point très éloigné dans le temps et qui, en fait, et même d'un ton assez différent, et qui se rapprochent au fur et à mesure jusqu'à, pour le coup, finir au même moment, quoi. Et du coup, à la base, j'étais plus dans le délire de planter des petits éléments ça et là. Après, je me suis dit qu'il fallait quand même des moments clés qui se répondent, ça c'était important. Et sur la symétrie du découpage, il y a évidemment pas mal de découpage symétrique, mais à des moments qui pour moi me semblaient signifiants. Soit pour des moments que vont traverser les personnages, les deux personnages, un moment dans la BD où elles vont apprendre quelque chose qui va un peu changer leur perception. Pour moi, c'était des pages là qui devaient se répondre, même si c'est pas du tout les mêmes plot twists des deux côtés. Mais pour montrer qu'à ce moment-là, les deux sont un peu perdus de la même manière, là, je fais un découpage similaire. Et la partie où j'ai vraiment pour moi assumé ça, c'était ce fameux dialogue entre les deux personnages dont j'ai parlé, où sans en fait que ce soit exactement juste du champ contre champ, ça a été à des moments, mais en tout cas je me suis dit que le gaufrier devait être le même en symétrie et qu'après j'allais pouvoir jouer là-dessus, même sur des rapports d'échelle et tout, mais qu'en tout cas voilà, il y aurait pour dire qu'en gros leur dialogue a la même rythmique parce que c'est littéralement le même moment qui se passe des deux côtés, mais avec des petits pièges aussi où je me dis tu vois, si un personnage dit une phrase qui de son point de vue est quelque chose d'assez banal, mais qu'en fait l'autre personne le prend très mal ou très bien, comme les deux sont pas face à face, elle voit pas forcément la réaction de l'autre. Et du coup, j'avais ce truc de ce dialogue en fait qui passe en une case, en fait de l'autre côté, il se fera sur deux cases parce qu'il sera un peu plus marquant. Donc là, il y avait un jeu pour le coup plus ludique qui moi m'a beaucoup amusé parce qu'encore une fois, moi c'est ça que j'aime bien dans la BD. Je pense que ça se ressentait dans Moondir, c'était l'amour du découpage et la question vraiment toute bête de comment j'agence mes cases, comment je raconte cette partie de l'histoire et même parfois de manière un peu bébête, un peu volontaire de non, je veux pas que tu vois, deux structures de pages de gaufrier soient pareilles. Dans Mounir, j'avais vachement ça. Là, j'ai dû un peu calmer le jeu parce qu'il y avait beaucoup plus de pages et à un moment, tu peux pas non plus faire que des trucs différents. Et encore une fois, faut pas que la forme prenne le pas sur le fond. Donc tu vois, il y a eu des moments dans la BD où je me disais comment je mets ce dialogue en scène. Bon, un gaufrier, ça marche très bien parfois. Et du coup, j'ai un peu des gaufriers qui viennent de temps en temps pour ça aussi, mais qui permettent de calmer un peu le rythme et de faire que des moments un peu plus extravagants en termes de mise en scène ressortent plus. Même si je pense que dans l'ensemble, c'est une BD qui aura des atours un poil plus classiques, en tout cas dans son découpage. Un poil plus classique, hein, on n'est pas sur du gaufrier tout le temps, loin de là. Mais encore une fois, là où Moundir était quelque chose de plus ludique parce que c'était porté en fait par le ton de l'album qui s'y prêtait et par le muet aussi beaucoup quoi. Et d'ailleurs Moundir en fait plus l'histoire avançait et plus le ton de l'histoire s'assombrissait, plus le découpage devenait un peu plus sage en fait. Et je pense qu'il y a ça aussi. On peut faire des histoires très sombres avec des découpages très perchés. Je sais que Sorrentino fait beaucoup ça par exemple. Mais parfois pour justement mettre le focus sur un moment un peu plus dramatique ou un moment où justement un dialogue, un truc comme ça, pour pas perdre le lecteur, parfois il faut un découpage peut-être un peu plus sobre pour que le dialogue ressorte à tels endroits. Et après quand le dialogue est moins important, là je m'amusais un peu plus sur le découpage. Donc c'est un genre d'équilibre et de balance un peu constante. Même si encore une fois la contrainte était le truc principal quoi. C'était dans tous les cas il faut faire tenir tel événement dans telle page. Donc débrouille-toi. Il y a une scène par exemple avec c'est juste une page avec un espèce de gros poisson qui attaque Alma et Brave qui est son petit écuyer. Et à la base moi c'était un truc que j'avais pensé une vraie péripétie en 3 doubles pages avec de la bagarre et tout. Parce que voilà la partie shonen baston en fait dans le projet final finalement c'est vachement calmé
parce que c'était plus le focus. Et même s'il y a encore de l'aventure, de la bagarre, je me suis un peu moins amusé sur des grosses scènes de combat et tout, parce que c'était plus l'intérêt principal. Mais du coup, je voulais quand même garder cette péripétie. Et je me dis bon bah là j'ai plus 3 doubles pages pour faire des échanges d'épées et un chevalier qui saute sur un poisson géant et qui le tranche en deux et tout. J'ai une page. Donc comment je fais ça? Bon bah en fait tel truc qui aurait été une pleine page, bah, pour rendre ça intéressant à la place, je vais refaire une espèce de mini case en forme de par exemple le poisson qui se jette sur le personnage, je le fais tomber à l'eau, donc je vais faire que le passage entre l'extérieur et l'eau soit la gouttière en forme de flotte et trucs comme ça. Donc voilà, j'essaie de trouver des petits espaces comme ça pour quand même m'amuser dans une place qui était un peu plus contraignante, quoi. Ouais. Et vu que là t'es en train d'aborder l'étape vraiment où t'es passé du storyboard, t'as fini ton storyboard, c'est ce que je disais en intro de ce podcast, et où tu passes justement à ce que t'appelles le line, donc à dessiner, à vraiment avoir le crayonné, quoi, et l'ancrage ensuite. Tu vas tout faire dans l'ordre d'une histoire puis d'autres, ou tu vas faire des sections des deux histoires en parallèle un petit peu? Comment tu vas concrètement faire ça? Alors ça, c'est une question qui s'est posée parce que l'histoire est assez longue et qu'on a une envie de sortir le projet à une telle date aussi, quelque chose d'indicatif. Hein, s'il faut plus de temps, je prendrai plus de temps, mais là, moi, j'ai passé vraiment plusieurs jours à me dire, ok, mais comment je fais mes pages? Tout bêtement, est-ce que je fais des espèces de issues de comics, tu vois, de 25 pages finies par 25 pages finies, ou genre par mois, en fait, je fais un peu de crayonné, puis un peu d'ancrage, puis un peu de colo, et je recommence à chaque fois. Et voilà, pareil, est-ce que, en fait, pour que les styles entre les deux histoires soient assez cohérents, est-ce que je veux, en fait, faire 20 pages d'une histoire, puis 20 pages de l'autre, puis 20 pages de une, puis 20 pages de l'autre, ou est-ce que je veux séparer vraiment, de marquer un peu plus la différence et faire toute une histoire d'un coup et toute une histoire de l'autre? Je pense qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y avait pas de bon ou mauvais choix. Ce qui a décidé, c'est le peu de temps que j'ai pour faire l'album, ce qui m'a dit aussi, en fait, il faut que je sois optimisé, et du coup je vais faire des vrais blocs. Donc je vais d'abord faire tout l'ancrage, et donc tout le crayonné et l'ancrage, d'abord tout Alma, puis ensuite tout Yourcenar. Sûrement qu'il y aura un petit peu de retouche pour unifier peut-être les premières pages qui auront un peu vieilli, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et après, je viendrai réunifier tout ça vraiment avec la colo qui sera faite d'un bloc, quoi. Donc voilà, ça, c'est pas forcément... Enfin, peut-être que j'aurais eu 3 ans pour faire la BD, j'aurais peut-être pensé la chose différemment. Mais je pense que pour créer un élan et pour tenir les délais et tout ça, qui sont des vraies réalités du boulot aussi, je me suis rendu compte que c'était le truc le plus cohérent, quoi. Ok. Bah, de toute façon, on va s'arrêter là pour ce passage de l'émission, puisque justement après il va falloir te laisser travailler, et dans le prochain podcast, je pense tu nous diras de toute façon à quel moment aussi tu te sens prêt, ou t'auras des choses, ou t'auras envie de raconter des choses, puis on ira justement te parler en plein dans cette étape pour voir un peu s'il y a des choses qui changent, qu'est-ce qui est plus difficile au final par rapport à ce que tu pensais ce qu'il allait faire, même si peut-être que tu auras revu ta façon d'approcher justement cette mise en forme de la BD par rapport à ce que tu disais là, où je te repasserai le fichier pour que tu puisses dire ah oui, en fait je pensais ça, mais au final je me suis pris autrement. Et puis on en reparlera à ce moment-là si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Tu vois, c'est pour ça que je dis pas dans ce podcast que je m'engage à tenir les délais ou quoi, parce qu'on verra. Exactement. Ouais, non, parce que c'est ça, c'est un peu le pari aussi. On ne sait pas de quoi sera forcément fait notre prochaine discussion, mais en tout cas, c'était un plaisir déjà de t'avoir. C'est cool que t'aies vraiment plein de choses à dire sur toute cette partie, cette première étape de la création d'une bande dessinée, et on sera donc ravis de te retrouver encore quelques fois d'ici à ce que Fantasy, en tout cas jusqu'à ce que Project Fantasy sorte en librairie, donc a priori chez Bubble Édition au moment où vous aurez ce podcast dans les oreilles. On vous rappelle que si vous appréciez ce type de d'émission, il faut simplement le soutenir, le faire savoir. Donc n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous, et ma foi, si vous reste un petit peu de sous à la fin du mois, vous pouvez également aller sur Tipeee pour nous soutenir afin de maintenir First Print à flot sur le long terme. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et Yoann, je te dis à très bientôt. Ciao. À bientôt tout le monde. Ciao.